Chers amis du CNCF, cher président, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous, malgré ce format dégradé du e-congrès, qui bien sûr est une vraie souffrance pour nous tous et puis une frustration importante. Mais bon, écoutez, compte tenu de la situation, je vais essayer de vous résumer mon topo rapidement sur ces quelques diapositives. On m'a demandé de vous parler du syndrome de Wolff-Parkinson-White, de ses indications d'ablation et de prise en charge. D'abord, il faut rappeler que les tachycardies réciproques sont des tachycardies qui incluent la jonction auriculo-ventriculaire, mais que toutes les tachycardies réciproques ne sont pas des syndromes de Wolff-Parkinson-White et n'empruntent pas des voies accessoires de type faisceau de Kent. On a aussi des réentrées intranodales qui, pour le coup, n'incluent pas le ventricule, mais on a aussi d'autres connexions, d'autres types de fibres, telles que les fibres de Mime, par exemple, ou les PJRT, qui sont des voies accessoires auriculo-ventriculaires, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que les fibres de Kent. On rappelle là que les voies de conduction normales, évidemment, sont celles que vous connaissez, avec le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His, et les différentes branches, les deux branches avec les branches de division à gauche. Alors, c'est à ces trois gaillards qu'on doit le nom du syndrome, ces trois Mr. Wolff, Parkinson et White, donc, qui ont décrit le syndrome clinique et électrocardiographique. Alors, ce syndrome de Wolff-Parkinson-White repose sur la présence d'une voie accessoire qui est un faisceau de Kent. C'est une fibre musculaire qui relie l'anneau atrial à l'anneau ventriculaire et qui permet donc d'enclencher des tachycardies réciproques qui vont emprunter le nœud auriculo-ventriculaire dans un sens ou dans l'autre et la voie accessoire. Et le syndrome de Wolff-Parkinson-White correspond à un syndrome de préexcitation ventriculaire, et donc on a affaire à une voie accessoire donc patente, un syndrome, un faisceau de Kent qui conduit dans le sens antérograde, avec une préexcitation ventriculaire et des symptômes de tachycardie paroxystique. Voilà ce qu'est la définition du syndrome de Wolff-Parkinson-White. Par contre, on peut avoir des faisceaux de Kent qui ne s'extériorisent pas sur l'électrocardiogramme de surface, soit parce qu'ils sont cachés, c'est-à-dire qu'ils ne conduisent que dans le sens rétrograde, soit parce qu'ils sont masqués, masqués voulant dire qu'en fait, ils sont très peu dépolarisés dans le sens antérograde, souvent parce qu'ils sont loin de la voie de conduction normale, notamment les Kent latéraux gauche, et que la dépolarisation s'est déjà totalement faite par la voie nodoïcienne avant qu'elle n'atteigne la préexcitation. Ce qui ne veut absolument pas dire que ces voies accessoires, peu apparentes sur l'électrocardiogramme, ne sont pas dangereuses, ne sont pas éventuellement à conduction rapide. La prévalence, elle est quand même relativement faible. Elle a été évaluée à 0,3% chez l'enfant et elle diminue à 0,1% chez l'adulte, puisque vous savez que l'histoire naturelle, c'est celle d'une disparition naturelle de la préexcitation. Et l'incidence annuelle de 4 pour 100 000 par an. On sait aussi que les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes, contrairement à la réentrée intranodale, la tachycardie dite de Bouvray. Alors ici, par exemple, un travail qui avait été fait chez des militaires américains, des hommes jeunes, 34 ans en moyenne, qui avaient un syndrome de Wolff-Parkinson-White, enfin en tout cas une préexcitation ventriculaire, et 82% d'entre eux étaient asymptomatiques, 17,6% faisaient des tachycardies supraventriculaires. On les a suivis pendant plus de 20 ans, là, 22 ans environ, et on a vu une mort subite donc sur cette population et 20% de tachycardie résiduelle dans ce groupe de patients. Voilà, les voies accessoires peuvent se localiser tout autour de l'anneau, sauf ici, dans la région antéroseptale, je dirais, de la valve mitrale, parce qu'ici, vous avez la racine aortique qui empêche finalement les connexions auriculo-ventriculaires. Voilà l'aspect classique d'un syndrome de Wolff-Parkinson-White, ou disons d'un Wolff, un PR court, une onde delta de préexcitation, avec une
typique de la repolarisation, des troubles secondaires de la repolarisation. Et cette voie accessoire, là, voilà, qui bypasse l'anneau fibreux et qui entraîne donc eh bien une connexion locale entre l'oreillette et le ventricule. Alors, petit rappel entre ce qu'est une voie patente et une voie masquée, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À gauche, la voie patente, bon, à l'état de base, compte tenu des temps de conduction par la voie normale, eh bien, la préexcitation aura le temps d'atteindre la paroi latérale gauche, ici dans cet exemple, alors que lorsque la voie est masquée, on a pourtant la même capacité de conduction antérograde de cette voie, seulement ça descend plus vite par là, et donc la voie n'est que peu atteinte, donc l'électrocardiogramme et le cœur est peu préexcité. Pour autant, encore une fois, dans les voies masquées, ça ne préjuge en rien de la qualité de conduction antérograde de la voie. Ça peuvent être tout à fait dangereuses. Les deux types de tachycardie qu'on peut obtenir, orthodromique, c'est-à-dire qui descend par la voie normale et remonte par la voie accessoire, c'est les plus classiques, AQRS fin. Antidromique, ça descend par la voie accessoire, ça remonte par la voie normale, AQRS large avec une préexcitation majeure. Voilà, à gauche, ici, on stimule l'oreillette, on démasque une voie accessoire latérale gauche, très très large. La tachycardie démarre sur une extrastimulation et on voit que la tachycardie réciproque est à QRS fin, puisqu'on descend par la voie normale et on remonte par la voie accessoire. Ici, le cas contraire, c'est-à-dire on a une tachycardie beaucoup plus rare, antidromique, on descend entièrement par la voie accessoire et on remonte par la voie normale. Alors on a cet aspect de préexcitation majeure qui peut en imposer pour une TV d'ailleurs, hein, et qui est toujours très, très inquiétant. Ici, l'arrêt d'une tachycardie réciproque par striadine intraveineuse. Il faut bien regarder les complexes QRS qui succèdent à l'arrêt et on voit que comme le nœud auriculo-ventriculaire est complètement bloqué par l'ATP, ben on a un passage quasi exclusivement par la voie accessoire, ce qui démontre qu'il s'agit bien d'une préexcitation ventriculaire et là, elle est tout à fait apparente. Alors, voilà ce que l'on ne veut pas voir. Une tachycardie FBI, comme on dit, c'est le moyen mnémotechnique, FBI pour Fast, Broad, Irregular, c'est-à-dire l'AFA sur une voie accessoire patente, sur une préexcitation avec une période réfractaire courte. Vous voyez ici l'aspect de Superwolf avec une irrégularité du rythme cardiaque. C'est donc une FA sur une voie accessoire. C'est ça qui peut conduire à la mort subite. Et voilà ce que l'on ne veut encore moins voir, c'est une FA sur une voie accessoire patente qui se dégrade, qui dégénère en fibrillation ventriculaire et qui rend compte donc des cas de mort subite. Alors évidemment, on va avoir un interrogatoire, on va faire un électro, éventuellement un holter, une épreuve d'effort. Bon, tout ça, c'est relativement peu contributif, sauf si à l'épreuve d'effort, vous avez la préexcitation qui disparaît dès le premier coup de pédale. Le problème des voies masquées fait que plus on facilite la voie normale à l'exercice, plus on va voir disparaître progressivement la voie accessoire. Donc il faut vraiment qu'elle disparaisse brutalement. Et c'est quand même difficile de se fier à cet examen pour dire si le Kent est dangereux. On va faire rapidement, si le patient est symptomatique ou si on a une préexcitation patente, surtout chez les gens jeunes, sportifs, on va faire une exploration électrophysiologique qui va nous donner notamment la période réfractaire antérograde de la voie accessoire, avec un cut-off autour de 250 millisecondes. Et puis, on va rechercher des critères de vulnérabilité atriale. Est-ce que le patient est déclenchable en fibrillation auriculaire? Évidemment, ça, c'est un point important. Et il y a d'autres tests que l'on peut proposer, mais qui sont un peu désuets. Alors, quelle est cette limite de la dangerosité? Bon, autour de 250 millisecondes de période réfractaire antérograde de la voie accessoire, parfois 220 dans certaines séries. Et il faut savoir que cette période réfractaire est susceptible de se raccourcir lors du stress notamment, et c'est pour ça qu'il est important de réévaluer cela sous Isuprel. Si on est capable de déclencher de la fibrillation auriculaire, il faut regarder le RR en FA, le RR préexcité le plus court. Lorsqu'il est autour de 250, 220, eh bien évidemment, c'est plus grave. Et puis, si le patient est facilement déclenchable ou s'il y a des voies accessoires multiples, tout ça est une prédisposition à un accident rythmique grave.
Voilà ici ce travail de Papone hein, qui a essayé de mettre un peu d'ordre dans tout ça en 2003. Il a exploré des patients qui avaient des Wolff et chez ceux d'entre eux donc, qui avaient une arythmie inductible, il a distingué les patients à haut risque qu'il a randomisés dans un groupe ablation et un groupe suivi. Vous voyez, les périodes réfractaires à l'état de base, elles étaient autour de 240, elles pouvaient descendre et en FA, on avait des RR le plus courts, aussi autour de 225-230 sous Isuprel. Alors, quels sont les résultats chez ces patients à haut risque qui n'ont pas eu d'ablation? On voit qu'ils récidivent des tachycardies réciproques et ils récidivent aussi de la FA. C'est sans surprise, et cela malgré la mise en route de traitement. Alors que chez les patients qui ont eu une ablation, lorsque l'ablation a réussi, ce qui est le plus fréquent, eh bien, les patients sont guéris. Et vous voyez que par rapport au groupe contrôle, ici, il n'y a pas de récidive d'arythmie, quelle qu'elle soit. Voilà des algorithmes pour essayer de localiser la voie accessoire en fonction de l'analyse vectorielle de l'onde delta. Ça, je vais pas passer là-dessus. Je vais passer là-dessus. C'est un peu ça prendrait du temps. Alors, quand on va décider d'ablater le patient, on va commencer par un mapping antérograde, rétrograde exclusivement si la voie est cachée. Et puis, on va se céder de critères bipolaires, unipolaires. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. En tout cas, on va localiser avec ou sans système de cartographie 3D le site du court-circuit électrique pour délivrer du courant de radiofréquence et cautériser la voie. Ici, on a un point de tir tout à fait intéressant avec une fusion parfaite de l'électrogramme bipolaire, un aspect QSL unipolaire. Ici, une forme un peu particulière sont les voies épicardiques. Certaines d'entre elles sont profondes, notamment dans la région du sinus coronaire, dans une veine, notamment la middle cardiac vein, qui vient cheminer donc quasiment à l'extérieur du cœur et donne cet aspect de préexcitation tout à fait majeur. L'accessibilité est difficile, il faut parfois faire une angiographie du sinus coronaire et ne pas hésiter à tirer à l'intérieur du sinus dans une branche de division. Voilà ici un exemple d'un très beau document d'une voie accessoire postéroceptale épicardique. Dans cette région donc complexe, on voit qu'il y a souvent associé des malformations veineuses et dans lesquelles il ne faut pas hésiter à introduire le cathéter pour brûler le court-circuit sur le versant épicardique du cœur. Un petit point important, c'est aussi que les voies ne sont pas toujours perpendiculaires à l'anneau, elles sont souvent obliques, ce qui rend un peu délicat la cartographie. Et ça, c'est une expérience qu'il faut avoir. Le cas particulier de la maladie d'Epstein, avec des voies accessoires droites souvent nombreuses, tout autour de l'anneau tricuspide qui est mal positionné. Alors, quels sont les résultats? Eh bien, les résultats des voies accessoires, de l'ablation des voies accessoires sont bons. Il y a des récidives plutôt dans les voies septales, postéroceptales, septales, les voies multiples. Évidemment, sont plus difficiles à ablater. Les voies droites sont plus difficiles à ablater que les voies gauches, car elles sont plus profondes, donc plus difficiles à détruire. Mais néanmoins, vous voyez que les taux de succès sont excellents. Et ici, par exemple, on a toute tachycardie confondue, plus de 85-90% selon les types de voies accessoires de succès au long cours. Les récidives, c'est précisément celles qui étaient difficiles à ablater. Si les voies sont septales, multiples, le bord libre de l'anneau tricuspide, parce que souvent on a du mal à localiser, à stabiliser le cathéter. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la région postéroceptale, qui est une région épaisse, difficile à brûler dans la profondeur. Et les complications, ma foi, bon, elles sont relativement faibles. C'est plutôt les problèmes au point de ponction, les échecs qui sont quelque part des complications, mais on peut pas dire, évidemment, dans cette très vieille série de 99, bon, il y a quelques cas d'AVC, d'épanchement, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la dextérité qu'on a acquise, et puis aussi les systèmes de cartographie tridimensionnelle qui peuvent aider, c'est le risque essentiel, c'est plutôt celui de l'échec qui peut conduire à une nouvelle procédure d'ailleurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'ai répondu à vos questions.